Une femme a adopté une orpheline, mais en lui donnant son bain, elle a découvert une vérité effrayante. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Emily, Madame Emily Smith. Oui, c'est moi. Je suis Abigail Johnson du Centre de protection de l'enfance de Phoenix. Je vous appelle pour vous féliciter. Votre demande a été approuvée. Ma demande? Quelle demande? La demande d'adoption pour une petite fille nommée Mia, âgée de 7 ans. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh mon Dieu! Je ne pensais pas que ça arriverait vraiment. Je pensais qu'ils étaient passés à autre chose. Pas du tout. Nous avons tout examiné attentivement. Mia est une enfant adorable qui a besoin d'un foyer stable. Nous aimerions que vous veniez la rencontrer ce samedi. Merci. Merci beaucoup. Elle a raccroché, les mains tremblantes. Lentement, elle s'est laissée tomber sur la chaise, bouleversée. Des années à remplir des formulaires, à passer des entretiens, à réussir toutes les évaluations financières et psychologiques, à s'accrocher tranquillement à l'espoir, même quand il s'estompait, et maintenant ça. Un miracle. Madame Carter, êtes-vous libre ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a, Emily? Je vais adopter une petite fille. Elle s'appelle Mia. Elle a 7 ans. Emily, tu es sérieuse? Après tout ce temps, j'ai besoin d'acheter quelques trucs, de préparer sa chambre. Tu veux venir faire les magasins avec moi? Bien sûr. Tu vas être une mère formidable. Samedi matin. Le refuge se trouvait dans un vieux quartier de la ville, le bâtiment usé par le temps, la peinture s'écaillait des murs. Emily a ouvert le portail rouillé, qui a grincé en bougeant. Un jeune membre du personnel l'a accueilli. Bonjour, je suis Grace. Mia est dans la pièce d'à accent grave côté et vous attend. Je peux la rencontrer maintenant? Bien sûr. Elle est un peu silencieuse, cependant. Allez-y doucement. D'accord. La porte s'est ouverte en grinçant. Dans le coin était assise une petite fille, calme et immobile, avec des cheveux châtains attachés sur le côté. Ses grands yeux sombres évitaient le contact direct. Salut ma chérie. Je suis Emily. J'avais hâte de te rencontrer. Est-ce que tu aimes dessiner? Je t'ai apporté une boîte de crayons de couleur. Mia a levé les yeux. Son regard a changé, mais elle n'a rien dit. Emily s'est assise doucement et a posé les crayons sur la table. Mia a attrapé un crayon vert et a commencé à dessiner un tout petit arbre. Tu aimes les arbres? Moi aussi. J'ai un petit jardin à la maison. Peut-être qu'on pourra planter des tournesols ensemble. Ça te plairait? Est-ce que tu aimerais venir vivre avec moi? Mia l'a regardé pendant un long moment. Elle n'a pas parlé, mais a fait un tout petit signe de tête. Madame Emily, il y aura une période d'adaptation de 2 semaines. Si tout se passe bien, la garde complète sera finalisée d'ici 1 mois. Je comprends. Je lui donnerai tout l'amour que j'ai. Sur le chemin du retour, Mia était assise à l'arrière, tenant un ours en peluche bien usé. Emily a mis de la musique instrumentale douce. Les rues étaient calmes, la brise fraîche d'avril soufflait par les fenêtres légèrement ouvertes. Mia, as-tu faim? Un peu. On va s'arrêter à la boulangerie de Monsieur James. Ils font les meilleurs croissants de la ville. D'accord. C'était la première fois que Mia disait un mot. Voudrais-tu que ta chambre ait du papier peint avec des papillons ou des étoiles? Des papillons. Alors on fera ton propre petit jardin de papillons. Qu'en penses-tu? J'aime le violet. Parfait. Des draps violets, alors? Mia a hoché la tête mais a gardé ses distances. Quand Emily a essayé de toucher son épaule, la fille a tressailli et s'est reculée. Je suis désolée. Je voulais juste. C'est bon. Je vais bien, mais ses yeux tremblaient. La première nuit, Mia n'a pas pu dormir. Elle est restée immobile, les yeux grands ouverts, serrant fort son ours en peluche. Emily se tenait à la porte, regardant. Je vais laisser la veilleuse allumée. D'accord. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi.
D'accord. Un peu plus tard, quand Émilie est retournée dans sa chambre, elle a entendu un doux murmure. Merci, maman. Le lendemain, Émilie a emmené Mia au parc. Veux-tu essayer les balançoires? Je veux juste m'asseoir avec toi. D'accord, asseyons-nous sur le banc. Il y a beaucoup de monde ici. Oui, mais je serai toujours juste à côté de toi. Un petit garçon est passé en courant et a légèrement bousculé Mia. Elle a sursauté, a couvert sa tête, les lèvres serrées. Émilie s'est figée. Ça va? Je vais bien. Je ne pleurerai pas. Tu peux pleurer si ça fait mal. Pleurer n'est pas une mauvaise chose. Non. Si je pleure, ils se mettront en colère. Émilie a doucement serré la main de Mia. Personne n'a le droit de te faire du mal. Personne n'a le droit d'être en colère contre toi parce que tu pleures. Mia a baissé la tête. Silencieuse. Dimanche soir. Émilie a appelé Madame Carter. Comment va-t-elle? Elle qui? Mia. Oh, Mia. C'est une gentille fille, mais c'est comme si elle avait peur de quelque chose. Elle ne laisse personne toucher ses mains ou ses épaules. Mon Dieu. Peut-être qu'elle a été. Je ne sais pas, Suzanne. Mais il y a quelque chose dans ses yeux. Pas seulement de la tristesse. C'est de la peur. Une peur enfouie jusqu'à la moelle. Vas-tu lui demander? Non. J'ai peur de la blesser davantage. Je veux attendre. Attendre qu'elle me fasse confiance. Le lendemain matin, Émilie a préparé le petit déjeuner. Mia était assise en silence, remuant son lait avec une cuillère. Aimes-tu le lait chaud? Pourrais-tu faire des toasts avec du miel? Mia, je peux te demander quelque chose? D'accord. Si jamais je fais quelque chose qui te fait peur, peux-tu me le dire? Tu ne me fais pas peur. Tu es plus gentille que les autres. Quels autres? Tu n'es pas obligé de le dire si tu ne veux pas. Il y avait quelqu'un qui criait beaucoup et me frappait. Émilie a eu la gorge nouée. Ses mains ont agrippé le bord de la table. Cet après-midi-là, Émilie a emmené Mia à la petite bibliothèque de la ville. La fille a choisi un livre intitulé La forêt magique. Tu aimes les forêts? Je rêve d'une forêt toutes les nuits. Personne ne me frappe là-bas. Tu peux continuer à rêver de ce rêve, et un jour nous le rendrons réel. Mia a esquissé un petit sourire, un sourire fragile comme la brume du matin. Ce soir-là, Émilie a placé leur première photo dans un cadre. Elle et Mia assises au parc. En dessous, elle a écrit à la main. Le premier jour de notre nouvelle vie. Mia, j'ai préparé de l'eau chaude. Prenons un bain et mettons-nous en pyjama. D'accord. Je t'ai acheté un pyjama rose avec des lapins. Veux-tu l'essayer? Non, je ne veux pas prendre de bain. Il fait chaud aujourd'hui. J'ai juste peur que tu ne te sentes pas à l'aise. Je ne veux pas. Le premier cri. Mia a sauté de sa chaise, a agrippé son ours en peluche, s'est reculée contre le mur. Tout son corps tremblait. Mia, ça va, ma chérie. Je ne te force pas. Non. Non. Je ne veux pas. Pas aujourd'hui. J'ai peur. Je suis désolée. Je pensais juste, je ne savais pas que ça te faisait si peur. Je vais me faire mal si je prends un bain. Émilie s'est figée, le cœur battant. La voix de Mia n'était pas forte, mais brisée, presque suppliante, comme si prendre un bain était son pire cauchemar. Qui a dit que tu te ferais mal si tu prenais un bain? Mia, est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose? Non, je ne me souviens pas. Juste pas de bain, s'il te plaît. Ce soir-là, Émilie a appelé Madame Carter. Tu te souviens de l'histoire du bain avec Mia? Oui. Elle avait peur. Non, elle a paniqué. Comme si c'était de la torture. Mon Dieu. Et puis elle a dit quelque chose. Quoi? Je vais me faire mal si je prends un bain. Suzanne, je commence à avoir peur. Quelque chose ne va vraiment pas. Après presque une semaine, Émilie a redemandé. Mia, essayons un bain aujourd'hui.
Si tu veux, je m'assoirai juste devant la salle de bain et je te parlerai. Personne ne te touchera. Tu resteras devant la porte. Oui, je n'entrerai pas. Je vais essayer. Émilie a préparé la salle de bain. Lumière douce, eau chaude, serviette propre. Elle a placé quelques petits jouets en plastique près de la baignoire, espérant que Mia se sente en sécurité. En entrant, Mia est restée immobile, fixant l'eau. Prends ton temps. Maman, si je t'appelle, tu entreras? Seulement si tu dis que c'est d'accord. D'accord. Émilie s'est assise dehors, appuyée contre la porte. 1 minute, 5 minutes, puis une petite voix. Maman, maman, je suis là. J'ai besoin d'aide pour enlever ma chemise. Émilie s'est levée et a doucement entrouvert la porte. Mia se tenait là, les yeux baissés, agrippant sa chemise. Tu me donnes la permission d'entrer? Oui, mais ne tire pas trop fort. Je serai douce. Alors qu'Émilie défaisait les boutons un par un, elle s'est arrêtée. Sous le tissu, elle a vu de sombres ecchymoses devenues jaunes, de faibles cicatrices allant de l'épaule au dos. Une marque de brûlure sur son ventre, des points de suture maladroits le long de son côté, comme si quelqu'un avait fait ça dans le noir, sans pitié. Émilie est restée figée. La gorge serrée. Ce n'était pas des accidents. C'était une carte d'abus. Ne me crie pas dessus, maman. Qui t'a fait ça? Je ne me souviens pas. Je me souviens juste d'avoir eu peur. Avait-il un nom? Qui était-il? J'ai été enfermée dans un placard. Puis ils ont crié. J'ai renversé de l'eau. Ils ont dit que j'étais une ordure. Émilie a serré les poings, essayant de ne pas pleurer. Personne n'a le droit de t'appeler comme ça. Jamais. Ce soir-là, Émilie a frappé à la porte du docteur Michael. C'était le médecin de famille à la retraite le plus digne de confiance de la ville. Émilie, il est tard. Je suis désolée, mais j'ai besoin de vous. C'est à propos de Mia. Est-elle malade? Vous devez voir ce qu'il y a sur son corps. La petite clinique. Mia était assise sur la table d'examen, recroquevillée. N'aie pas peur, ma chérie. J'ai juste besoin de regarder. Je ne toucherai pas. D'accord. D'accord. Le médecin a soigneusement examiné sa peau. Il n'a rien dit, seulement expiré profondément à chaque blessure. Quand il a terminé, il s'est tourné vers Émilie. Émilie, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des blessures répétées, probablement sur plusieurs mois. Certaines cicatrices ont au moins 3 ans. Oh mon Dieu! Certaines marques sont distinctives, comme des brûlures de métal chauffé ou des chocs électriques. Que dois-je faire? Le signaler à la police, au centre. Pensez-vous qu'ils me croiront? Mia ne se souvient pas de qui. Elle ne témoignera pas. Je vais tout documenter. Je suis prêt à témoigner si nécessaire. Émilie a quitté la clinique ce soir-là. Mia endormie sur son épaule. Elle a embrassé le front de l'enfant. À partir de maintenant, plus personne ne te fera de mal. Je te le promets. Le lendemain matin, Émilie s'est rendue au centre de protection de l'enfance. Elle a demandé à voir le directeur, David Thompson. Je suis Emily Smith. Ah, oui. Entrez, s'il vous plaît. Le bureau de David était anormalement bien rangé. L'homme d'âge moyen avait une présence imposante, portant une chemise impeccablement repassée et une expression vide. Je suis ici pour vous poser des questions sur Mia. Y a-t-il un problème? Le corps de l'enfant est couvert de cicatrices et de blessures, des blessures graves, des signes d'abus prolongés. Je comprends votre préoccupation, mais comme indiqué dans les dossiers, Mia a été impliquée dans un accident dans son précédent refuge. L'affaire a été traitée conformément au protocole. Des marques de brûlure, des cicatrices de chocs électriques, des blessures suturées sans soin. C'est un accident. Madame Smith, si vous avez des inquiétudes concernant notre organisation, je vous recommande de les soumettre par écrit. J'ai d'autres affaires à régler. Vous cachez quelque chose. Je suis désolée,
mais je n'ai pas le temps pour des théories émotionnelles. Emily a regardé directement dans les yeux de David. Je vois. Vide. Je découvrirai la vérité. Même si je dois démolir tout votre système, elle est sortie. Il faisait déjà nuit. Mia était assise dans la voiture, jouant avec son carnet de croquis. Emily a murmuré pour elle-même. Personne ne pourra plus cacher cette noirceur. Maman, on va au parc aujourd'hui? Tu veux y aller? Le vent. Ça m'aide à respirer. Alors on ira. Mais d'abord, je dois m'arrêter quelque part. Où? Une clinique. Je dois récupérer ton dossier d'examen de santé. Ça va faire mal? Non, ma chérie. C'est juste de la paperasse. Emily, je viens de finir le résumé. Merci, Dr. Michael. Je l'emmène quelque part. Je n'aurais jamais pensé retourner au centre. Oui. Je dois leur donner ça. Au moins, ils doivent savoir que je sais. Emily, sois prudente. Les gens comme David Thompson ne sont pas simples. Je sais. Mais Mia est plus importante. Si tu as besoin d'un témoin, je suis prêt. Je m'en souviendrai. Merci. En route vers le centre, Emily s'est arrêtée dans un petit café. Elle a commandé un expresso et a sorti son téléphone. Allô, Charlotte. J'ai besoin d'un service. Qu'est-ce qu'il y a, Emily? Ta voix semble étrange. Tu te souviens de la petite fille que j'ai adoptée, Mia? Bien sûr. Elle est adorable. Je soupçonne qu'elle a été gravement maltraitée. Et le centre pourrait le couvrir. Mon Dieu. As-tu des preuves? Oui. Des rapports médicaux, des photos des blessures, des souvenirs fragmentés de l'enfant. J'ai commencé à enquêter. Je connais quelques personnes qui ont travaillé avec David Thompson. Certaines sont parties très soudainement. Je pourrais essayer de les contacter. Merci. Même juste un nom ou une piste aiderait. Donne-moi un jour. D'accord. J'attendrai au centre. Je veux voir David Thompson. Il est en réunion. J'attendrai. 15 minutes plus tard, la porte du directeur s'est ouverte. Madame Smith, j'ai quelque chose que vous devez voir. Toujours à propos de Mia. Ce sont des dossiers médicaux examinés par le docteur Michael ainsi que des photos de ses blessures. Je veux demander pourquoi toute la section sur les antécédents médicaux de Mia est vierge dans le dossier d'adoption. Nous n'incluons que les informations fournies par le refuge précédent. Des détails comme cela ne sont pas toujours entièrement documentés, non documentés ou délibérément effacés. Je vous suggère d'être prudente avec vos accusations. Je suis très prudente parce que je protège un enfant blessé alors que vous semblez protéger un système pourri. Vous insultez l'organisation. Si vous continuez, je pourrais déposer un rapport pour réévaluer vos droits de garde. Je n'ai pas peur, et je n'arrêterai pas. C'est mon dernier avertissement. Rentrez chez vous, occupez-vous de l'enfant et arrêtez de fouiller. Tout n'est pas à votre portée de compréhension. De retour à la voiture, Emily sentit ses mains trembler légèrement. Cette menace n'était pas subtile. Elle est restée silencieuse pendant tout le trajet, tenant fermement la petite main de Mia. Ce soir-là, Emily a examiné les papiers d'adoption. Tant de documents étaient signés par la même personne, David Thompson. Même le rapport psychologique initial de Mia ne contenait qu'une seule ligne. Aucun signe de traumatisme grave. Mensonge. Ce ne sont que des mensonges. Elle a ouvert son ordinateur portable et a visité un forum local d'adoption de Phoenix. Après quelques recherches, elle a laissé un message. Quelqu'un a-t-il adopté du centre de David Thompson et a-t-il vécu quelque chose d'inhabituel? J'ai besoin de parler. Le lendemain, elle a reçu un message privé d'une utilisatrice nommée Mama Espironza. J'ai un jour adopté une petite fille nommée Harper de ce centre, mais après seulement 3 semaines, ils sont venus la reprendre. Ils ont dit que j'avais enfreint une règle, mais on ne m'a jamais dit laquelle. Emily a répondu immédiatement. 2 heures plus tard, elles se sont rencontrées dans un petit salon de thé. Je suis Emily. Et vous? Je m'appelle Aria.
Aria Miller. Pouvez-vous m'en dire plus sur Harper? Au début, elle était douce, mais facilement effrayée, surtout si quelqu'un s'approchait trop près. Je l'ai emmené chez un médecin qui m'a recommandé de le signaler au centre. Le soir suivant, ils sont arrivés. Qui est arrivé? Un membre du personnel et David Thompson lui-même. Il a dit, je n'avais pas le droit de chercher de l'aide médicale pour l'enfant sans approbation. Puis ils l'ont emmené. Que s'est-il passé après ça? J'ai essayé de trouver des informations sur Harper, mais tous les dossiers ont disparu. Même mes publications sur les réseaux sociaux avec elle ont été supprimées. Avez-vous gardé quelque chose? Oui. Une photo imprimée et cachée. Aria a sorti une photo de son portefeuille. Une fille mince aux cheveux noirs avec des yeux tristes. Emily, ses yeux ressemblent à ceux de votre fille. Je sais. Ce soir-là, Emily était assise avec Mia dans la salle d'art. Aimes-tu colorier? Je veux dessiner. Qu'est-ce que tu vas dessiner? Un chat. Mia s'est concentrée sur son dessin. En rangeant, Emily a trouvé une autre feuille avec une image troublante. Un grand homme tenant un fouet et un enfant sans visage. Mia, qui est-ce? Je ne sais pas. Je l'ai juste dessiné de mémoire. Est-ce quelqu'un qui t'a crié dessus? Je ne me souviens pas du visage, mais ses mains étaient grandes et froides. Emily l'a serré fort dans ses bras. À partir de maintenant, je te protégerai. Plus personne ne te fera peur. Le lendemain matin, Charlotte a appelé. J'ai contacté une ancienne employée nommée Olivia. Elle a travaillé au centre pendant 3 ans et est partie il y a 6 mois. Acceptera-t-elle de me rencontrer? Au début, non. Mais quand j'ai dit le nom de Mia, elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a accepté. Quand? Ce soir. Au café près de la place de la ville. J'y serai. À l'intérieur du café. Une lumière jaune chaude se reflétait sur le visage fatigué d'une jeune femme. Olivia a regardé autour d'elle, puis a chuchoté. Je ne devrais vraiment pas vous rencontrer. Je ne vous demande rien d'illégal. Je veux juste la vérité. Mia était l'un des 3 enfants transférés du refuge Saint-Anse. Cet endroit a fermé, mais j'ai vu les dossiers originaux et tous les 3 avaient des signes de traumatisme grave. Un enfant a même été hospitalisé avec un os cassé. Pourquoi ces détails n'étaient-ils pas dans les dossiers d'adoption? Parce que David Thompson a ordonné leur suppression. Les nouveaux dossiers ont été faits par ces gens. Chaque cicatrice, chaque note médicale a été modifiée. Pourquoi avez-vous quitté votre emploi? J'ai découvert qu'un garçon avait été renvoyé dans un état critique. Quand j'ai essayé de le signaler, j'ai été réaffecté. J'ai démissionné juste après. Quelqu'un a-t-il déjà porté plainte contre lui? Une femme, mais elle a disparu du système. Personne n'a pu la retrouver. Témoigneriez-vous? J'ai peur. Mais si d'autres parlent, je ne resterai plus silencieuse. Ce soir-là, Emily a ouvert son ordinateur portable. Ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient résolus. Elle a créé un dossier nommé Mia la vérité. À l'intérieur, elle a commencé à tout enregistrer. Photos des blessures, rapports de médecins, témoignages d'Aria, enregistrements d'Olivia. Elle a chuchoté pour elle-même. C'est ici que nous commençons, Mia. Je te le promets. Maman, on ne va pas dehors aujourd'hui? Aujourd'hui, je dois faire quelques trucs sur l'ordinateur, mais ce soir, nous planterons des fleurs ensemble. D'accord. Je veux des tournesols. Alors nous planterons des tournesols. Emily a rouvert le forum d'adoption et a posté une question plus détaillée. Quelqu'un a-t-il adopté du centre de David Thompson et a-t-il eu un enfant repris dans des circonstances peu claires? Veuillez laisser vos coordonnées. J'ai besoin de parler. Moins de 2 heures plus tard, un message privé est arrivé d'un utilisateur nommé Ethan Cleveland. Ma femme et moi avons un jour adopté une fille nommée Ava de ce centre. 3 semaines plus tard, ils sont venus chez nous, on dit que nous n'étions pas aptes et l'ont emmenée. Emily a appelé immédiatement. Je suis Emily. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Je suis Ethan. Honnêtement, je ne voulais pas m'impliquer à nouveau,
mais quand j'ai vu le nom de Thompson, j'ai eu des frissons. Que s'est-il passé? Nous avons adopté Ava. Elle était très silencieuse, regardait beaucoup vers le bas, souriait rarement, mais nous l'aimions vraiment. Pourquoi l'ont-ils reprise? Ils ont dit que nous avions violé le protocole, mais ils n'ont jamais clarifié. Ils nous ont juste tendu des papiers et nous ont demandé de signer et vous l'avez fait. Ma femme a tellement pleuré qu'elle ne pouvait plus respirer. J'ai signé. Tout s'est passé en 15 minutes. Avez-vous gardé quelque chose? Des photos, des messages. Ils nous ont dit de tout supprimer. Mais il y a une chose. Ethan a sorti son téléphone, est allé dans un album caché et a montré une photo à Emily. Ava, assise sur un canapé tenant une poupée à un bras. Avait-elle des cicatrices? Oui. Sur son épaule et une longue dans le dos. Quand nous avons demandé au centre, ils ont dit que c'était dû à une chute. Comment une coupure profonde peut-elle provenir d'une chute? J'ai posé la même question. Ils ont ri et ont dit, je n'étais pas un expert médical. Emily a noté une note, Ava reprise après 3 semaines. Raison, violation non claire, cicatrice suspecte. Elle a poursuivi ses recherches et est tombée sur un vieux commentaire de forum posté l'année dernière par une utilisatrice nommée Amelia T84. Personne ne m'a répondu, mais j'espère toujours. Quelqu'un a-t-il déjà adopté une fille nommée Isabella de Phoenix? Ils ont dit que j'avais tort et me l'ont enlevée, mais personne ne répond à mes lettres. Je veux juste savoir si elle est vivante ou morte. Bonjour, c'est Emily. J'ai trouvé votre ancien commentaire sur Isabella. Isabella. Oh mon Dieu, qui êtes-vous? J'enquête sur des cas comme le vôtre. Je crois que Mia, ma fille, a également été une victime. Ils ont dit que j'étais folle. Ils ont envoyé un médecin chez moi. Ils m'ont menacé si je ne signais pas les papiers de retour. Ils me poursuivraient en justice. Avez-vous des dossiers? Ils ont tout pris. Mais j'ai toujours une photocopie. Je la garde dans la poche de mon manteau depuis 2 ans. Je n'ai jamais eu le courage de la jeter. Pourriez-vous me l'envoyer? Si vous faites vraiment quelque chose pour aider ces enfants, je le ferai. Ce soir-là, Emily a reçu un email d'Amelia. En pièce jointe, une photocopie du dossier d'Isabella ainsi qu'une note manuscrite. L'enfant est somnambule, a une fois crié dans la nuit, ne m'emmenez pas au sous-sol. Emily l'a imprimé et l'a placé à côté des dossiers d'Ava et de Mia. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de savoir si quelqu'un a déjà été comme toi. Comme moi? Que veux-tu dire? Des enfants qui ont été blessés, mais qui sont courageux, tout comme toi. S'ils t'emmènent, que dois-je faire? Personne ne va m'emmener. Je suis plus forte qu'il ne le pense. Le lendemain, Emily a invité Charlotte chez elle. Regarde ça. C'est Ava. C'est Isabella. Toutes deux ont disparu du système quelques semaines seulement après leur placement. Même raison. Emily, ce n'est plus un soupçon. Je dois retrouver ces enfants. Je dois savoir qu'ils sont en vie. As-tu envisagé d'aller à la police? Je n'ai pas assez de preuves. Ils me traiteraient de paranoïaque. David Thompson sait comment enterrer chaque rapport. Alors, quelle est la prochaine étape? Je veux retourner au centre. Pas pour le voir. Je veux trouver quelqu'un à l'intérieur. Une semaine plus tard, Charlotte a appelé avec des nouvelles. Je connais une étudiante qui a fait un stage au centre. Elle s'appelle Sophia. Elle écrit actuellement une thèse sur le système de protection de l'enfance. Acceptera-t-elle de me parler? Elle a accepté, mais seulement dans un lieu public, à la bibliothèque de la ville. Êtes-vous Sophia? Oui. Êtes-vous Emily? Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pour être honnête, j'ai gardé un traumatisme de mon stage. Des enfants disparaissaient et leur dossier devenait vierge. Connaissez-vous Mia? Ce nom m'est familier. Je me souviens d'une fille très douce et silencieuse. Une fois, elle s'est évanouie dans la salle de bain. Je l'ai signalé mais on m'a dit de me taire. Qui vous a dit ça? La responsable des soins. Mais en réalité, tout venait de Thompson.
Vous souvenez-vous d'Ava ou d'Isabella? Pas d'Isabella. Ava? Oui, je m'en souviens. Elle avait une longue cicatrice dans le dos. Une fois, elle a dit, si je dis la vérité, ils m'enverront dans l'endroit sombre. L'endroit sombre? J'ai demandé où c'était, et elle s'est simplement tue. Y a-t-il un sous-sol au centre? Je ne suis pas sûre. Mais il y a une vieille salle de stockage qui est toujours fermée à clé. Seul Thompson a la clé. Pouvez-vous m'aider à y entrer? Je ne peux pas. Mais je connais quelqu'un qui y faisait le ménage. Il s'appelle Marcus. Il se souvient peut-être de quelque chose. Emily a écrit le nom de Marcus dans son carnet. Avant de partir, elle a regardé Sophia. Vous avez été courageuse de me rencontrer aujourd'hui. Je ne peux pas rester silencieuse quand je pense aux yeux de ces enfants. Je ne peux pas me pardonner. Je ne laisserai pas cela disparaître. Ce soir-là, Mia était allongée dans les bras d'Emily. Maman, j'ai dessiné un rêve aujourd'hui. Je peux le voir? J'ai dessiné moi-même debout avec d'autres enfants. Ils avaient tous du ruban adhésif sur la bouche. Et toi? Je tenais des ciseaux. Tu voulais couper le ruban adhésif? Oui, parce que si quelqu'un parle, personne ne sera plus emmené dans l'endroit sombre. Emily la serra fort dans ses bras. Dehors, la nuit de Phénix expirait doucement. Je promets que nous ne laisserons plus personne aller dans cet endroit sombre. Ni toi, ni moi. Madame Emily Smith, Monsieur Thompson vous a invité au centre pour clarifier certaines questions relatives aux soins de Mia. J'irai, mais cette fois, je veux amener quelqu'un avec moi. Désolé, la réunion est réservée aux tuteurs. Je comprends. Je serai prête. Centre de protection de l'enfance. Une petite pièce avec des rideaux bruns, une longue table de réunion en bois. David Thompson était assis à la tête, les mains jointes, l'expression calme comme le premier jour où ils se sont rencontrés. Madame Smith, je vous ai demandé de venir parce que nous avons reçu des rapports selon lesquels vous avez répandu des accusations infondées sur le centre. Je ne répands rien. Je cherche la vérité. Ce que j'ai vu sur Mia ne peut être ignoré. Et votre façon de chercher la vérité implique de contacter d'anciens parents, de faire des appels non autorisés, de fouiller dans des dossiers pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation. C'est ce que vous appelez protéger l'enfant? J'appelle protection ce qui empêche les méchants de faire à nouveau du mal aux enfants. Faites attention à vos paroles. J'ai été très prudente. Vous devriez l'être aussi car j'ai toutes les preuves. Je pourrais recommander une réévaluation de vos droits de garde si je vous trouve peu coopérative avec le système. Alors je porterai cette affaire devant le public, les médias, les tribunaux. Ce que vous faites, c'est vous isoler, Madame Smith. Les gens qui ont essayé de nuire à la réputation de cette organisation, aucun n'a bien fini. Emily s'est levée, l'a regardé droit dans les yeux. Vous êtes peut-être doué pour effacer les dossiers, Monsieur Thompson, mais je nettoie la vérité, et la vérité colle plus longtemps que l'encre. Ce soir-là, Emily est rentrée chez elle. La porte d'entrée montrait des signes d'effraction. Elle est entrée, a appelé, « Mia, où es-tu » dans la salle d'art. As-tu vu quelqu'un d'étrange passer? Non, mais j'ai entendu quelque chose comme un chat qui grattait la porte. Emily s'est dirigée vers la porte arrière. La serrure était rayée, montrant des signes que quelqu'un avait essayé d'entrer. Son cœur battait la chamade. Elle a attrapé son téléphone et a appelé Charlotte. « Charlotte, quelqu'un a essayé d'entrer chez moi. »« Mon Dieu, ça va? » ?»« Je vais bien, mais je commence à me sentir surveillée. »« Tu as besoin d'une aide juridique. »« Je connais un avocat, Joseph Miller. »« Dur, mais il croit en la justice. »« Je vais lui envoyer un message. » Le lendemain matin, dans un café du coin, un homme d'une quarantaine d'années portant un costume sombre a serré la main d'Emily. « Je suis Joseph. Charlotte m'a dit, tu as besoin de quelqu'un qui peut gérer des gens comme Thompson. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour engager un avocat privé. Je ne fais pas ça pour l'argent. J'ai perdu ma nièce dans une affaire d'adoption qui a échoué. Alors, racontez-moi tout. » Emily a tout raconté, de la rencontre avec Mia aux cicatrices, en passant par les autres filles disparues.
Joseph a pris des notes en silence. Avez-vous des copies de tout ça? Oui. Sur un disque dur externe et une sauvegarde dans le cloud. Bien. À partir de maintenant, je vous suggère de limiter les contacts avec le centre. Ils cherchent une excuse pour vous coincer. Je n'ai pas peur d'eux. Le courage est une bonne chose, mais nous avons besoin d'une stratégie. Thompson n'agit pas seul. Il a un réseau. Ce soir-là, Emily pliait des vêtements pour Mia quand le téléphone fixe a sonné. Une voix d'homme étrange et basse. Emily Smith. Qui est-ce? Si vous voulez garder cette fille, taisez-vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui en a trop vu. Faites attention quand vous allumez les lumières la nuit. Parfois, elles ne s'allument pas. L'appel s'est terminé. Les mains d'Emily tremblaient. Elle a serré le téléphone comme un bloc de glace. Mia est entrée de l'autre pièce. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma chérie. Juste un mauvais numéro. Au cours des 3 nuits suivantes, Emily a reçu d'autres appels anonymes. Certains silencieux, d'autres juste une respiration. Une nuit, la sonnette a retenti à 3 heures du matin. Personne n'était là. Mia a commencé à avoir du mal à dormir. Elle se réveillait souvent en pleurant, chuchotant, « Ils sont de retour. Maman, ils sont de retour. » Le mercredi matin, Emily a trouvé une note glissée sous la porte. Chaque mot que vous prononcez est un pas de plus vers la reprise de la fille. Surveillez votre bouche. Emily a apporté la note à Joseph. Gardez ça. Je vais faire une analyse graphologique. Peut-être que nous trouverons quelque chose. Je commence à être fatiguée. Joseph, ils n'ont pas besoin de violence. Ils ont juste besoin de me faire perdre la tête. Vous n'êtes pas folle. Vous êtes la plus saine d'esprit de nous tous, mais ils veulent vous faire sentir seule. J'ai l'impression de combattre une bête à 10 têtes. Et chacune pue l'argent, le pouvoir et la peur. Un vieil ami d'université nommé Daniel a refusé d'aider quand Emily l'a contacté. J'ai travaillé dans les services sociaux. Je connais Thompson. Il a des liens avec des responsables de la ville. Vous ne pouvez pas gagner. Je n'ai pas besoin de gagner. J'ai juste besoin de protéger ma fille. C'est peut-être exactement ce qui vous la fera perdre. J'accepte ce risque. Le lendemain, quand Emily a récupéré Mia de son cours d'art, le professeur a chuchoté, « Mia n'est pas concentrée. Elle n'arrête pas de regarder par la fenêtre, en murmurant quelque chose. » A-t-elle dit quelque chose de spécifique? Juste une phrase. Ils savent que je dessine. Ce soir-là, Emily était assise à côté de Mia pendant qu'elles dessinaient ensemble. Qu'est-ce que tu dessines? Une maison avec une grosse serrure sur la porte. Pourquoi la serrure? Pour les tenir à l'écart. Je ne veux pas aller au sous-sol. As-tu déjà vu le sous-sol? Je ne suis pas sûre, mais j'ai un jour rêvé qu'il me traînait en bas. Mes mains étaient liées et il disait, encore méchante. Qui a dit ça? Je ne sais pas. Leur visage était couvert. Le lendemain matin, Joseph a appelé. J'ai de mauvaises nouvelles. Un dossier lié à Isabella, celui dont vous m'avez parlé, vient d'être supprimé de la base de données des services sociaux. Illégalement, Thompson. Très probablement. Et maintenant, ils utilisent la loi pour couvrir leurs traces. Alors nous devons agir plus vite. Je suis d'accord. Mais nous avons besoin d'un coup dur. Je pense à quelque chose. Une lettre publique avec tout ce que j'ai. Vous vous exposerez. Êtes-vous prête? Si le prix est la justice pour Mia et les autres enfants, je suis prête. Mia, aujourd'hui je t'emmène rencontrer une de mes amies. Elle s'appelle Grace. Que fait-elle? Elle est très douée pour le dessin. Tu peux dessiner tout ce que tu veux et elle le comprendra. Comme des bandes dessinées presque. Mais ce sont de vraies histoires. Des histoires qui viennent du cœur. Le studio de Grace Brown se trouvait au 3e étage d'un petit immeuble près de la place de la ville. À l'intérieur, il n'y avait pas de table d'examen, pas de machine, juste un espace chaleureux avec un éclairage jaune doux,
des toiles blanches accrochées au mur, des étagères en bois et des centaines de crayons de couleurs soigneusement rangés. Grace, environ 35 ans, avec des cheveux légèrement bouclés et une voix douce, a souri à Mia. « Salut, Mia. J'ai entendu dire que tu dessinais magnifiquement. » Je dessine juste. C'est déjà magnifique. Asseyons-nous ici. D'accord. J'ai du papier et des couleurs prêts. Mia s'est assise et a ouvert la boîte de couleurs. Emily est restée silencieuse dans le coin, observant. Mia, qu'aimerais-tu dessiner aujourd'hui? Je veux dessiner une maison. Une maison de ton imagination ou une vraie? Une maison où je ne suis pas enfermée. Alors vas-y, dessine-la. Grace n'a rien demandé de plus. Elle s'est simplement assise à proximité, regardant Mia dessiner. Son trait a commencé lentement puis est devenu plus rapide. Un toit rouge, des fenêtres rondes, 2 silhouettes debout côte à côte, une grande, une petite. Qui sont ceux? Moi et maman. C'est merveilleux. Veux-tu dessiner quelqu'un d'autre? Oui. Un de plus. Mia a pris un crayon noir et a dessiné une très grande silhouette sans visage, de longs bras et quelque chose dans sa main qui ressemblait à un fouet. Qui est cette personne? Je ne connais pas le nom. Que fait-il? Il se tient devant l'armoire. Je suis à l'intérieur. Quelle armoire? Une froide, mais pas vraiment froide. C'est sombre. Très sombre. Combien de temps as-tu été là-dedans? Je ne me souviens pas. Mais quand je suis sortie, ma chemise était toute mouillée. Emily est restée figée. Elle a regardé Grace. La spécialiste a fait un léger signe de tête et a sorti une autre feuille de papier. Mia, peux-tu me dessiner cet endroit? D'accord, mais ne le lui dis pas. Personne ne dira rien. Ici, tu as le droit de garder des secrets si tu veux. Mia a commencé à dessiner une pièce. Une armoire en bois. Dessus, elle a écrit quelque chose du mieux qu'elle pouvait. C2. Tu te souviens de ces lettres? Oui. J'ai jeté un coup d'œil une fois. Il y avait C2, C3, C1, comme des numéros de maison. Qui vivait là? Personne. C'était un endroit où ils te mettaient quand tu étais méchante. Grace n'a pas posé d'autres questions. Elle s'est tournée vers Emily. Nous aurons besoin de plus de séances, mais il est clair que Mia n'invente pas ça. Ce sont des images mémorielles d'un traumatisme. Je la crois. Pensez-vous que nous pourrions utiliser ces dessins comme preuve? En partie, mais nous aurons aussi besoin de témoignages verbaux. Je vais commencer à enregistrer ces histoires. Soyez prudente. Ils ne resteront pas silencieux. Ils ne l'ont pas été. Mais je suis toujours là. Ce soir-là, Emily a demandé, « Es-tu fatiguée, ma chérie ?» Non, maman. Veux-tu m'en dire plus sur les fois où tu as été punie? Ce n'était pas toujours une punition. Parfois, il m'enfermait simplement. Quelqu'un d'autre a-t-il vécu la même chose? Oui, Lily. Ils l'ont emmenée. Personne ne l'a revue. Lily était ton amie. Elle dormait sur la couchette du bas. Je dormais sur celle du haut. Te souviens-tu de son visage? Elle avait les cheveux courts, les yeux gris. Elle pleurait plus que moi, alors ils l'ont emmenée plus tôt. Comment l'ont-ils emmenée? Il y avait une porte arrière. Derrière, il y avait un escalier qui descendait. Qu'y a-t-il en bas? Je ne sais pas, mais il y avait des bruits de pleurs. Emily sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle serra doucement la petite main de moi. Te souviens-tu de la personne qui a emmené Lily? Il portait du noir. Ne parlait jamais. Faisait juste des signes. Si tu criais, tu te faisais frapper. As-tu déjà été frappée une fois? Quand j'ai appelé Lily, ma sœur. Pourquoi t'ont-ils frappé? Ils ont dit, il n'y a pas de frères et sœurs ici. Seulement du stock restant. Emily serra sa fille fort dans ses bras, des larmes silencieuses coulant. Le lendemain, elle a rencontré Joseph et lui a raconté toute la séance d'art. Il était stupéfait. Nous avons besoin que cette histoire soit enregistrée.
Je peux aider à l'éditer et à la transformer en une déclaration formelle. Je demanderai à Grace de m'aider à la raconter le plus naturellement possible. Et je pense à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Thomson avait des contrats avec une ING axée sur les enfants. Si nous pouvons trouver d'anciens sponsors et leur montrer ce que Mia a décrit, nous pourrions ajouter une pression médiatique. Je suis d'accord. Plus nous atteignons d'oreilles, plus il est difficile de nous faire taire. Cet après-midi-là, Emily a reçu un email d'Aria, l'ancienne mère d'accueil de Lily. Je pense que la fille que Mia a mentionnée était ma Lily. J'ai toujours un journal où elle a dessiné une armoire marquée C1. Je vous enverrai un scan. Le dessin a donné la chair de poule à Emily. L'armoire ressemblait exactement à celle de Mia, avec un grand homme tenant une corde. Ce soir-là, Emily a demandé à Mia. Sais-tu ce que signifie le stock restant? Pas vraiment, mais je pense que ce sont les enfants que personne ne veut. Qui t'a dit ça? Une dame nommée Evelyn. Elle nous détestait. Est-elle toujours au centre? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Emily a noté le nom d'Evelyn. Demain, elle demanderait à Sophia, la stagiaire, si quelqu'un de ce nom avait déjà travaillé au centre. Emily est restée éveillée toute la nuit. Elle a examiné chaque enregistrement, chaque dessin. Chaque coup de crayon, chaque mot gravé dans son esprit comme une lame. Elle a chuchoté, « Si personne ne te croit, je serai ta première voix, à la prochaine séance avec Grace. » Mia, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles d'un jour dont tu te souviens le plus. Un jour de pluie. Pourquoi t'en souviens-tu? Parce qu'un nouveau garçon est arrivé. Il s'est assis à côté de moi. Mais le soir, il a été mis dans l'armoire C3. Le lendemain matin, il était parti. Quelqu'un a-t-il posé des questions à ce sujet? Non. Mademoiselle Evelyn a dit, c'est une leçon pour les bavards. Emily s'est levée, la voix tremblante. Te souviens-tu de son nom? Oui. Matthew. L'as-tu vu se faire mal? Non, mais je l'ai entendu crier « Maman » très fort. Grace a tout noté et a regardé Emily. C'est un témoignage crucial. Il pourrait servir de preuve légale. Pensez-vous que les gens le croiront? S'ils ont une conscience, ils le doivent. Ce soir-là, Mia a fait un autre dessin et l'a donné à Emily. Je t'ai dessiné avec une grande bouche. Une grande bouche pour parler pour nous tous. Je parlerai jusqu'à ce que quelqu'un n'écoute. Maman, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Pourquoi, ma chérie? Je me sens fatiguée. Et j'ai mal à la tête comme si quelqu'un m'avait frappée. Emily a posé sa main sur le front de Mia. Chaud, très chaud. Elle l'a emmenée d'urgence à la voiture. Elle a une forte fièvre, 39,5 degrés Celsius. Probablement à cause du stress et du manque de sommeil. Est-ce grave? Pour l'instant, non. Mais elle a besoin d'un repos total et d'aucun déclencheur émotionnel. De retour à la maison, Emily a doucement placé Mia sur le lit. La fille était délirante, marmonnant. Maman, ne les laisse pas m'emmener. Ne les laisse pas me traîner en bas. Emily n'a pas quitté le chevet de Mia de toute la journée. Quand Joseph a appelé, elle n'a dit qu'une seule phrase. Je ne vais nulle part aujourd'hui. Mia brûle de fièvre et m'appelle dans son sommeil. Je comprends, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Evelyn, la femme que Mia a mentionnée, était coordinatrice interne au centre. Elle a quitté le système il y a 2 ans pour des raisons personnelles. Juste après la disparition d'Harper, très probablement. Je ne quitte pas ma fille. Mais trouvez-moi son adresse. J'irai quand Mia ira mieux. Nuit. Le vent soufflait doucement dehors. Mia était toujours fiévreuse, mais elle serrait la main de sa mère. Ne me quitte pas, maman. Je suis là. Personne ne t'emmène nulle part. S'ils viennent, tu crieras? Je crierai si fort que le monde entier entendra. Emily a ouvert son ordinateur portable. Chaque document, chaque enregistrement, chaque photo de blessure, dessin, extrait de voix de Mia, témoignage d'Aria, Sophia, Ethan, tout dans un seul dossier. Elle l'a renommé. Mia,
Preuve à ne jamais enterrer. Le lendemain matin, Mia se sentant mieux, Émilie s'est assise avec Joseph dans un café du coin. J'ai écrit une lettre publique. Pas seulement sur Mia, mais pour tous les enfants qui ont perdu leur voix. Êtes-vous prête? Une fois que ce sera publié, tout changera. Vous aurez du soutien, mais la pression augmentera de 10 fois. Je suis prête depuis le moment où Mia a dit « Je vais me faire mal si je prends un bain ». Je vous aiderai à la distribuer aux médias, aux groupes de défense des droits de l'homme et aux plateformes sociales. Nous avons besoin d'un grand coup. Émilie est rentrée chez elle, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à composer un nouveau message. Elle a tapé « Je suis Emily Smith. Je suis la mère d'une fille de 7 ans nommée Mia, qui a un jour vécu sous le système que nous croyons être là pour protéger les enfants. Mais le corps de Mia est une carte de tout ce qui a été caché. Les cicatrices, la panique quand quelqu'un touche son épaule. Les cris dans la nuit. Maman, ne les laisse pas m'emmener. J'en ai trouvé d'autres. Des enfants comme Mia, Ava, Isabella, Harper. Ils n'ont pas disparu. Ils ont été réduits au silence, déplacés comme des marchandises défectueuses. Voici la preuve. Voici la vérité. Voici la voix d'enfants qui n'ont jamais été entendus. Je n'ai plus peur. Et vous ne pouvez plus le cacher. Elle a joint des photos des blessures, les dessins de Mia, des extraits audio. Puis elle a cliqué sur publier. 3 minutes plus tard, une notification est apparue. Sans partage. 15 minutes plus tard, 2400 partages. 1 heure plus tard, le message était en tendance nationale. Le téléphone d'Émilie a sonné. C'était Joseph. Vous l'avez fait. Mon Dieu, les médias me contactent. Save Children International vient d'appeler. Ils veulent vous rencontrer, vous et Mia. Je ne veux pas que Mia soit sous les projecteurs. Je comprends. Ils veulent seulement offrir leur soutien. Mais il y a plus. Dites-moi. Un ancien membre du personnel du centre nommé Alexander vient de m'envoyer un message. Il dit qu'il a gardé des copies des dossiers des enfants qui ont été transférés pendant la période où Mia était là. Est-il prêt à rendre cela public? Il hésite, mais votre message a peut-être changé son avis. Il est presque temps pour eux de baisser la tête. Ce soir-là, Émilie a ouvert la fenêtre de la chambre de Mia. L'air de la nuit était frais et doux. Mia était assise sur son lit, terminant un dessin. « Maman, je peux dessiner une autre personne? Qui est-ce, ma chérie? » Quelqu'un debout sur une scène avec un micro. « Je pense que c'est toi. » Je n'ai pas besoin de micro. Ma voix est déjà assez forte. « Maman, merci de ne pas avoir abandonné. » Émilie n'a pas dit un mot. Elle s'est assise sur le lit et a serré sa fille contre elle. « Un jour, quand tu seras assez grande, tu le diras toi-même au monde, n'est-ce pas? » Oui. Mais pour l'instant, peux-tu leur dire pour moi? 23 heures. Un message de Charlotte est arrivé. Émilie, tu es à la télé. Tout le monde partage sans arrêt. Même les politiciens commentent. Nous devons enquêter. Joseph a rappelé. David Thompson vient de verrouiller ses comptes de réseaux sociaux. Mais j'ai entendu dire que les médias ont encerclé le siège du centre. Combien de temps pourra-t-il continuer à fuir? Pas longtemps. Une fois qu'Alexander enverra les fichiers, la justice prendra le relais. Émilie a reçu un message d'un compte inconnu. J'étais un enfant qui vivait là-bas. Je me souviens de Mia. Merci, maman, d'avoir parlé. Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Sa main tremblait en tapant une réponse. Merci d'être toujours en vie. Près de l'aube, Mia dormait paisiblement. Émilie était assise, écrivant une lettre. Elle a écrit, à ceux qui lisent ceci en silence, si vous avez déjà vu, entendu ou soupçonné, et que vous êtes resté silencieux, c'est le moment de parler. Ce n'est plus seulement l'histoire de Mia. C'est l'histoire de la justice. 6 heures, la radio de la ville a diffusé un bulletin d'information spécial. Une mère nommée Emily Smith a secoué l'opinion publique en exposant toute la vérité sur le centre de protection de l'enfance. Son message a dépassé 1 million de partages en une nuit.
Le bureau du maire a demandé une enquête spéciale sur Monsieur David Thompson. Mia s'est réveillée. Elle est sortie de sa chambre en tenant son dernier dessin. Elle l'a donné à sa mère. Sur le papier se trouvait une porte grande ouverte. Derrière, un ciel plein de lumière. D'une écriture tremblante, il était écrit. L'obscurité s'est endormie. Émilie, allume la télé. Maintenant, qu'est-ce que c'est, Joseph? David Thompson a été placé en garde à vue. La police a perquisitionné le centre ce matin. Mia dort encore. Attends, qu'as-tu dit? Ils ont trouvé une salle de stockage de fichiers qui avait été modifiée manuellement. Alexander a fourni des sauvegardes originales complètes à partir d'un serveur secondaire. Ces dossiers correspondaient au témoignage de Mia et à celui des autres enfants. Donc, ils ont assez pour poursuivre. Plus qu'assez. C'est devenu une enquête nationale. Et une autre chose, dis-moi. La police a trouvé une liste de 5 enfants qui étaient répertoriés comme transférés vers d'autres établissements mais qui n'ont jamais été mis à jour à nouveau. Nous le soupçonnions et ils les ont trouvés. Sont-ils en vie? Oui, ils sont protégés dans un refuge temporaire à 25 miles de Phoenix. Je suis en route pour y aller. Je viens avec vous. Dans la voiture, Joseph a remis à Émilie un dossier épais. C'est tout ce qu'Alexander a sauvegardé. Les noms de toutes les personnes impliquées dans les transferts internes. Thompson était en haut de la liste, mais beaucoup d'autres ont signé des documents, des évaluations psychologiques, même des médecins. Donc, tout le système a fermé les yeux, pas seulement aveugles. Ils ont coopéré pour retirer les enfants jugés trop difficiles ou non adaptés aux soins à long terme. La note qu'ils utilisaient était aucune valeur d'adoption durable. Comme si ces enfants étaient des marchandises défectueuses. Je veux les voir de mes propres yeux. J'ai besoin de savoir qu'ils respirent encore. Et Mia a besoin de savoir qu'elle n'est pas la seule à avoir survécu. Au refuge d'urgence de la banlieue, une femme les a accueillis. Bonjour, je suis Madison. Je supervise l'unité de logement temporaire. Vous êtes ici pour l'affaire Thompson, n'est-ce pas? Oui. Nous aimerions rencontrer les enfants découverts ce matin. Il y en a 5, 3 filles, 2 garçons. Émotionnellement instables, mais en sécurité maintenant. Entrez, s'il vous plaît. La pièce était large avec des murs de couleur crème pâle. Les 5 enfants étaient assis en rang sur des chaises. Leurs yeux remplis de confusion et de peur, comme si tout pouvait disparaître à tout moment. Émilie s'est approchée. Une fille aux cheveux courts a levé les yeux. Comment t'appelles-tu? Nora. Nora? Te souviens-tu de Mia? Mia? Celle qui serrait toujours un ours en peluche marron? Oui. Elle a toujours cet ours. Un garçon s'est levé brusquement. Êtes-vous vraiment la maman de Mia? Oui, je suis Émilie. La maman de Mia. Elle nous a dit que si jamais elle sortait, elle reviendrait nous chercher. Émilie n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a tenu sa promesse. Aujourd'hui, c'est ce jour. Joseph a passé un appel sur le champ. Chef enquêteur, je suis au refuge d'urgence. 5 enfants ont été transférés de manière inappropriée de l'établissement de Thompson. Nous avons besoin d'une ordonnance de protection spéciale. Elle sera signée dans les 20 minutes. Gardez-les en sécurité. Pas de fuite. Pendant ce temps, au centre de Phoenix, les journalistes se pressaient aux portes. David Thompson a été escorté dans un véhicule de police, le visage figé, les lèvres scellées. Un journaliste lui a tendu un micro. Avez-vous quelque chose à dire sur les allégations? Je suivais le protocole. Niez-vous avoir modifié les dossiers? Tous les documents ont été approuvés par mes supérieurs. Je n'avais aucune autorité pour agir seule. Et les 5 enfants disparus? Je n'ai jamais été informé de cela. Des cris ont éclaté de la foule. Vous êtes un monstre. Les enfants ne sont pas jetables. Rendez-leur leur enfance. David Thompson a baissé la tête et est monté dans la voiture de police. Ce soir-là, Émilie est rentrée chez elle. Mia était réveillée mais faible. Émilie est entrée dans la chambre et s'est assise près du lit.
Où es-tu allée, maman? Je suis allée rencontrer tes anciens amis. Ils sont vivants. Oui, tous les 5. Et Harper? Je n'ai pas encore trouvé Harper, mais les autres se souviennent très bien de toi. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Non, ma chérie. Tu n'as pas à avoir peur. La personne qui t'a fait du mal est emmenée. Est-ce que quelqu'un me croit? Tout le pays t'écoute, Mia. Joseph a envoyé un message. Le procureur a accepté le dossier pour inculper Thompson et 3 complices directs. La liste complète sera annoncée demain. Le lendemain matin, les nouvelles nationales ont rapporté une enquête majeure sur le système de protection de l'enfance lancé suite à de graves fautes au centre de Phoenix. David Thompson inculpé de cette chef d'accusation, notamment de maltraitance d'enfants, de falsification de dossiers et de transferts illégaux. Les enfants précédemment étiquetés comme inadaptés aux soins à long terme reçoivent maintenant un traitement psychologique et une protection spéciale. La femme qui a déclenché l'enquête, Emily Smith, est saluée comme la première voix à avoir brisé le silence. Charlotte a appelé en larmes. Emily, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. J'ai seulement fait ce qu'une mère est censée faire. Tu sais quoi? 12 autres familles viennent de s'inscrire pour témoigner. Ils ont dit qu'ils avaient été forcés au silence, mais maintenant ils n'ont plus peur. Plus les voix s'élèvent, moins ils ont d'endroits où se cacher. Tu as allumé un vrai feu. Au centre de protection sociale, l'ancienne enseigne a été enlevée. Un nouvel avis était en cours d'installation. Suspendu temporairement sous enquête spéciale. Mia a fait un nouveau dessin. Pour la première fois, il n'y avait pas d'homme avec un fouet, pas d'armoire sombre, pas de corde, juste une petite maison, un jardin de tournesol, et à côté, d'une écriture tremblante. Maman est la lumière. Emily a demandé, que as-tu dessiné de si beau? Mia a dit, j'ai dessiné aujourd'hui. Qu'y a-t-il de spécial aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai senti la lumière du soleil dans mon cœur. Soir. Joseph et Emily se sont rencontrés une dernière fois à l'établissement temporaire. Il a posé un dossier épais sur la table. C'est le dossier complet, prêt à être transmis au procureur général. Je veux que vous gardiez la copie finale. Je ne sais pas quoi dire. Continuez simplement à être la mère que vous avez été. C'est la meilleure chose dont ce monde a besoin. En partant, Emily s'est arrêtée à la porte. La porte où des centaines de cris avaient été enterrés, maintenant scellés, bouclés par du ruban de police, elle a chuchoté. On ne doit jamais les laisser revenir. Joseph se tenait à côté d'elle et a hoché la tête. Nous planterons des fleurs ici un jour. Pas de fleurs, dit doucement Emily. Pas n'importe lesquelles. Alors quoi? Tournesol. Il se tourne toujours vers la lumière. Tout comme Mia. Maman. Je n'ai plus peur de rêver. Vraiment? Parce que j'ai rêvé que j'étais debout dans un champ de fleurs. J'ai entendu des rires. Pas de fouet. Pas de ténèbres. Que as-tu pensé en te réveillant? Je veux planter beaucoup de fleurs avec toi. Une semaine après l'arrestation de David Thompson, le centre de protection de l'enfance a été définitivement fermé. Emily a été invitée au siège temporaire du comité de protection de l'enfance de la ville pour entendre la décision officielle. Joseph l'a accompagnée. M'accorderont-ils la garde complète de Mia? Vous l'avez élevée, protégée, sauvée. Si le système a encore une once de conscience, ce ne sera que la dernière formalité. Je ne veux plus être sa mère temporaire. Vous êtes pour toujours, Emily. La paperasse n'est qu'une formalité. Dans la salle de réunion principale, une représentante du comité s'est levée. Après avoir examiné tous les documents et les preuves connexes, nous déclarons qu'Emily Smith est par la présente reconnue comme la mère légale et permanente de Mia Smith. Merci. Merci beaucoup. De plus, le comité exprime sa gratitude officielle. Sans vos actions courageuses, ces autres enfants n'auraient peut-être jamais été retrouvés. J'ai seulement fait ce que toute mère devrait faire. Nous espérons apprendre de cette histoire et changer le fonctionnement du système. Dans le couloir, Joseph a doucement serré la main d'Emily. C'est ça. C'est fait.
Non, ça ne fait que commencer. Commencer à être une vraie mère. Mia va être si fière. Je suis fière de la voir. De retour à la maison, Emily est entrée dans la chambre de Mia et a posé sa main sur l'épaule de la fille. Ma chérie, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est, maman? J'ai été officiellement reconnue comme ta mère. Tu étais déjà ma maman. Oui, mais maintenant le monde entier est d'accord. Alors, je peux avoir une carte d'identité scolaire avec le nom Mia Smith? Bien sûr. À partir de maintenant, tu es Mia Smith, la fille la plus courageuse que j'ai jamais connue. Mia a souri, le plus beau sourire qu'Emily ait vu depuis le jour où elle l'a ramenée à la maison. Ce soir-là, Emily a trouvé le vieux cadre photo. La première photo de Mia au parc, tenant son ours en peluche. Elle a ouvert le tiroir et a sorti le dessin de Mia. Une maison, une porte ouverte et la lumière du soleil brillant dans un cœur. Maman, je peux t'appeler maman? Tu m'appelles déjà comme ça. Non, je veux dire, du fond du cœur. Comme les autres enfants appellent leur maman. Alors essaie. Maman. Juste ce seul mot a fait fondre Emily en larmes. Dis-le encore. Maman. Oui, mon bébé. Je suis là. Je serai toujours là. Joseph est venu rendre visite. Mia a couru pour l'accueillir. Oncle Joseph. Maman m'a inscrite sur le registre de la famille. Waouh, ça veut dire que tu es officiellement une citoyenne maintenant, hein? Je veux aussi un certificat de bravoure nationale. Je pense que tu l'as mérité. Joseph est entré. Emily, je ne suis pas ici en tant qu'avocat aujourd'hui. Alors qui es-tu? Un ami qui est reconnaissant que vous ayez fait ce que personne d'autre n'a osé faire. Je me sens toujours hantée à cause de Lily. Oui, nous ne l'avons toujours pas trouvée. Mais grâce à Mia, grâce à vous, des dizaines d'autres enfants sont en sécurité maintenant. Je n'arrêterai pas. Mais maintenant, je vais ralentir un peu pour Mia. Une semaine plus tard, Emily a emmené Mia à son premier cours d'art dans sa nouvelle école. Là, Mia a vu Nora, la fille du groupe de 5 enfants secourus. Mia, Nora. Les filles se sont serrées dans les bras. Plus de tressaillements. Plus de peur. Le professeur a demandé, « Vous vous connaissez toutes les deux ?» Nous vivions dans un endroit avec des armoires fermées à clé, mais maintenant nous sommes dans un endroit avec des fenêtres lumineuses et des tournesols. La classe avait l'air perplexe. Le professeur a souri et a hoché la tête. Et c'est ici que vous dessinerez le monde avec vos propres couleurs. Ce week-end, Emily et Mia ont travaillé dans le jardin. Emily a disposé les graines de tournesol soigneusement rangées. Maman, combien devrions-nous en planter? Essaie de compter. 1, 2, 3, 10. 10 plantes. Chacune représente un enfant que nous avons aidé ensemble. Alors la prochaine fois, nous en planterons plus parce qu'il y aura plus d'enfants qui auront besoin de nous. Il y en aura sûrement. Cet après-midi-là, Charlotte est passée. Oh mon Dieu, regardez-la. Ce sourire pourrait éclairer toute la rue. Tante Charlotte. Mia, tu es devenue le cœur de cette ville. Tout le monde parle de toi comme si tu étais un petit miracle. Je ne suis pas un miracle. Alors qu'est-ce que tu es, ma jolie? Je suis Mia. Je suis la fille de maman Emily. Les larmes ont monté aux yeux de Charlotte alors qu'elle se tournait vers Emily. Dieu a mis cet enfant dans ta vie. Et tu as fait plus pour elle que n'importe quel médecin, fonctionnaire ou journaliste n'aurait jamais pu le faire. J'ai juste suivi un cri que personne d'autre n'osait entendre. Ce jour-là, Mia a fait un dessin grand et plein de couleurs. À gauche, une petite fille seule était assise recroquevillée dans une armoire sombre. À droite, un champ de fleurs lumineux s'épanouissait. Entre les deux, une femme les bras ouverts tendait la main dans l'obscurité, tirant l'enfant. En bas, d'une écriture tordue, Mia a écrit « Merci, maman, de m'avoir sauvée ». Emily a lu les mots et a doucement serré Mia contre elle. Elle a chuchoté « Non, ma chérie. Tu m'as sauvée d'une vie sans lumière ». Un mois plus tard, une lettre est arrivée du bureau du maire.
Nous avons le plaisir d'inviter Madame Emily Smith et Mademoiselle Mia Smith à une cérémonie en l'honneur des citoyens qui ont eu un impact significatif sur notre communauté. Lors de l'événement, le maire s'est adressé à la foule. Certains héros ne portent pas de cape. Ce sont des mères comme Emily qui ont élevé la voix quand le monde restait silencieux. Et certains enfants comme Mia portent non seulement des cicatrices, mais aussi la force d'apporter la guérison et l'espoir aux autres. Le public s'est levé pour applaudir alors qu'Emily et Mia montaient sur scène. Mia a pris le micro, ses mains tremblant légèrement. Je veux juste dire merci, maman, de ne pas m'avoir abandonnée, de croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Après la cérémonie, une petite fille s'est approchée de Mia, âgée d'environ 6 ans, avec de grands yeux curieux. « Es-tu Mia ? » ?»« Oui, c'est moi. J'ai lu ton histoire dans le journal. J'ai aussi peur des bains, comme toi avant. As-tu une maman ? Pas encore, mais j'espère en trouver une comme la tienne. » Mia s'est agenouillée et lui a doucement tenu la main. « Tu en trouveras une. Tu trouveras une maman qui écoute, comme la mienne. » Ce soir-là, alors que Mia dormait paisiblement, Emily a ouvert un nouveau journal et a écrit « Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que c'était le vrai début d'une nouvelle vie. » Dehors, la lune brillait. Une douce brise se déplaçait dans l'air. Dans le jardin, 10 petites plantes de tournesol s'étiraient vers le ciel. Et près de la fenêtre, une mère et sa fille étaient assises ensemble, main dans la main, le cœur en paix. Il n'y avait plus de silence. Le parcours d'Emily et Mia est un rappel émouvant que l'amour et le courage peuvent faire taire la peur. Lorsque les adultes choisissent d'écouter et de défendre ceux qui n'ont pas de voix, la justice trouve son chemin. Aucune blessure ne devrait être cachée. Aucun enfant ne devrait affronter la douleur seul. Et la plus grande vérité de toutes, une seule voix peut déclencher la vérité, et la lumière vaincra toujours les ténèbres, peu importe le temps qu'il lui faut pour arriver. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.